Ok, voici la vidéo pour la séquence 13 qui est en un seul paragraphe sur les notions de décidabilité et de calculabilité et plus généralement sur l'exposition d'un problème très particulier qui est de savoir si P égale NP. Alors pour l'instant ça vous dit rien, mais vous allez comprendre et cette question, est-ce que P égale NP, c'est ce qu'on appelle aussi une question à 1 million de dollars. Voilà. Donc en tout cas, on va donc ici pas faire de programmation, mais on va parler plutôt de concept, et notamment on va parler du concept de programme. Alors, un programme, bon, je pense que vous savez tous ce que c'est maintenant après 2 ans de NSI. Et donc, un programme, on sait que c'est un ensemble de lignes de code que l'on a écrites, dont l'objectif est de transformer des données. Donc on a des données à l'état initial et puis généralement après que le programme ait agi, on a des données à l'état final. Donc on va, pour éviter les longs discours, on va essayer de prendre un exemple. Donc cet exemple, on va prendre par exemple une fonction qui s'appelle accueil, donc, qui est ici. Cette fonction qui s'appelle accueil reçoit en paramètre un entier qui s'appelle n. Cette fonction, elle fait un truc tout bête. Elle fait une boucle sur une variable k et elle affiche n fois le nombre bonjour. Donc bon, je ne vais pas exécuter ce programme, je pense que maintenant vous êtes tous à peu près vous avez tous le niveau pour comprendre ce programme-là. Donc ce qui est important dans ce programme, c'est qu'il a besoin d'un paramètre, n, qui est donc le nombre de fois où le mot bonjour va être écrit. Et donc on peut donc considérer que notre programme reçoit en paramètre, en entrée, le nombre n, et en sortie ressort l'écriture de n fois le nombre bonjour. Donc par exemple, si on fait un appel de cette fonction, par exemple si on fait accueil de 5, eh bien on peut donc visualiser ce programme sous la forme de ce dessin-là, où on a le programme accueil, donc la fonction accueil ici, qui reçoit le paramètre 5 et qui en sortie va écrire 5 fois le nombre bonjour. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons essayer un peu de changer de point de vue. Au lieu d'appeler le programme accueil en faisant accueil de 5, nous pouvons faire ça de façon un peu différente. Par exemple, nous pouvons enregistrer l'ensemble de ce programme, qui est écrit ici, et nous pouvons l'enregistrer dans un fichier Python, donc test.py. Et puis nous pouvons lancer ce programme en mode console. Donc on ouvre une console et il suffit de taper python test.py. Et si on tape python test.py, et bien du coup on voit ici que le programme test.py est exécuté par Python, et du coup comme Python reconnaît évidemment ce qui est écrit dedans, il affiche 5 fois le nombre bonjour. Donc ici, ce qui est important, c'est de comprendre que le programme que l'on observe, c'est Python, et qu'il reçoit un fichier, il reçoit test.py qui est lui-même en fait l'enregistrement d'un programme. Et donc du coup, ce qui est important ici de comprendre, c'est que du coup, le programme Python reçoit en paramètre un autre programme qui est ici test.py. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le programme Python reçoit en paramètre un autre programme, et donc du coup on peut aisément comprendre sur cet exemple qu'un programme finalement peut être la donnée d'un autre programme,
et que cette donnée est traitée par Python, par exemple, et qu'on a une sortie qui ressemble à ça. Donc finalement, c'est ce qui explique cette phrase du programme, du programme de NSI, qui est que il faut considérer les programmes comme une donnée comme les autres. Hein, c'est une donnée, un programme c'est une donnée. Alors, on peut ensuite pousser le truc encore un peu plus loin. Il ne faut pas oublier que quand on ouvre une console, notamment sous Windows, quand on tape CMD, finalement CMD c'est un programme lui-même, c'est-à-dire c'est le programme qui ouvre la console. Et donc du coup, finalement, quand on tape Python test 3 ou Python test.py, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on donne au terminal un programme comme paramètre, c'est-à-dire le programme Python 3, qui lui-même admet test.py comme paramètre. Et donc c'est l'illustration qu'on a ici, hein, cette illustration qu'on a ici à droite, où finalement si on se met du point de vue du terminal de CMD, hein, du programme CMD, eh bien le programme CMD reçoit comme donnée d'entrée le programme Python qui lui-même a reçu en entrée le programme test.py. Donc là, voilà, on peut aller jusqu'au bout de ça. Donc, la conclusion, c'est cette phrase qui est en gras ici, c'est qu'il faut absolument être capable de considérer qu'un programme peut être une donnée pour un autre programme. Et puis, on peut même pousser le truc jusqu'au bout. On peut même dire qu'un programme peut recevoir comme donnée lui-même. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait et qui se fait de façon un peu anecdotique sur ce qu'on appelle des programmes très particuliers qu'on appelle des kin, dont vous avez ici un exemple. Donc en Python, on a ce programme-là. Hein, donc on va aller l'essayer tout de suite. Donc voici le programme de cette kin et on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il fait. Donc ici on définit une variable sur la première ligne du programme. A est égal à et on obtient une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères elle écrit A égale %R, point virgule, print A %, A. Donc je rappelle le rôle des pourcents, hein, c'est de remplacer, c'est un peu d'être comme des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères, variables qu'on peut bien sûr remplacer par des valeurs. Et puis la deuxième ligne du programme, alors là c'est ça qui est un peu particulier, on met un point virgule pour écrire la deuxième ligne, pour séparer la première ligne de la deuxième ligne et la mettre sur la première ligne, c'est print A %A. Donc c'est-à-dire qu'ici on affiche la variable A en lui faisant passer comme paramètre la variable A, c'est-à-dire en la mettant elle-même. Alors on exécute le programme et donc qu'est-ce que c'est qu'une kin? Eh bien c'est un programme qui est capable d'afficher son propre code. Donc ici on s'aperçoit hein, que ce qui s'affiche c'est exactement le programme qui est écrit. Donc l'exécution du programme provoque l'affichage du programme. Donc c'est pas si évident que ça à écrire un tel programme, hein, qui n'a fait un programme qui donc en fait pour être tout à fait exact il faudrait virer cette ligne là hein, pour que vraiment ça soit vraiment parfait. Voilà, et donc là on a un programme dont la sortie est exactement égale à son code. Donc voilà, c'est pas si évident que ça à faire. Donc cette kin, c'est un peu, c'est un petit exercice que les programmeurs de langage essayent toujours de faire avec le langage qu'ils ont créé. Bien, nous passons maintenant que nous avons terminé cette première partie introductive, hein, où on retiendra donc qu'un programme peut être la donnée d'un autre programme, voire peut être la donnée de lui-même.
Donc maintenant qu'on a compris cette idée, nous allons pouvoir nous intéresser à ce qui nous occupe, c'est-à-dire notamment le programme de ce qu'on appelle le théorème de Larrey. Alors, le premier théorème de Larrey, l'idée c'est de s'intéresser à un programme et de voir si un programme va s'arrêter ou pas. Donc on va considérer un programme qui s'appelle countdown, donc qui compte à rebours, hein. Donc c'est une fonction qui admet comme paramètre, qui s'appelle countdown et qui admet comme paramètre la variable n. Et tant que n n'est pas égal à 0, on affichera n et du coup on décrémentera n de une unité. Et quand on sortira de la boucle, on affichera fini. Donc évidemment, ce programme fonctionne parfaitement. Si on le lance avec countdown 10, eh bien, il va afficher les nombres de 10 à 1 avant d'écrire que c'est fini. Donc a priori, on peut se dire que quoi qu'il arrive, ce programme va s'arrêter. Sauf que si on réfléchit bien, comme ce programme il ne contrôle pas trop la valeur qui est donné en entrée au niveau de n, il n'y a pas par exemple d'assert qui pourrait obliger à ce que n soit un nombre entier. Du coup, on pourrait essayer d'imaginer de faire fonctionner ce programme dans des conditions avec lesquelles il n'est pas franchement prévu. Et notamment, par exemple, si on propose de l'appeler avec un nombre décimal. Donc par exemple, countdown 10,8. Eh bien ici, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce programme va parfaitement fonctionner et qu'on va décrémenter de 1 à chaque tour de boucle. Sauf que la condition étant écrite de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on attend que n soit égal à 0 pour pouvoir arrêter le programme, eh bien comme on décrémente de 1 à partir de 10,8, on va avoir 9,8, 8,8, 7,8, etc. jusqu'à arriver à 1,8 puis 0,8 et ensuite en dessous de 0,8, ce qui va se passer c'est qu'on va enlever 1 et puis on va arriver à moins 0,2. Et ainsi de suite. Et donc du coup le programme la variable n finalement ne sera jamais égale à 0 et donc le programme ne va pas s'arrêter et donc il va continuer à afficher les nombres, et des nombres ici négatifs, donc moins 0,2, moins 1,2, etc. Et il ne s'arrêtera jamais. Et donc ici on a donc un programme qui s'arrête ou qui ne s'arrête pas suivant les différentes valeurs de n. Qu'on lui donne. Alors évidemment, dans notre esprit, n est un nombre entier, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on a mis n que le programme va forcément accepter que des nombres entiers. La variable n, a priori, peut accepter n'importe quoi. Elle pourrait aussi accepter un nombre, une chaîne de caractères. Et puis, bon, par contre, le programme se planterait, hein, mais voilà, donc en tout cas, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme fonctionne correctement avec des nombres entiers, fonctionne correctement avec des nombres décimaux, mais que dans le premier cas, le programme s'arrête, alors que dans le deuxième, le programme ne s'arrête pas. Et donc, ce qu'on voudrait être en mesure de faire, c'est d'être capable de fabriquer une machine pour prédire l'arrêt ou non d'un programme. C'est-à-dire, l'idée, ce serait de construire un programme qui s'appellerait notamment, qu'on pourrait appeler par exemple alt, et qui recevrait en paramètre un programme, donc un programme par exemple comme countdown, et éventuellement un paramètre x ou n qui serait le paramètre d'entrée de ce programme, et on voudrait que la machine soit capable de prédire si le programme prog va, avec la variable x, s'arrêter ou pas. Donc en gros, on voudrait que le programme alt renvoie vrai si prog de x s'arrête et renvoie false si prog de x ne s'arrête pas. Voyons donc maintenant ce que ça donne avec un exemple, et notamment avec le programme Countdown. Donc le programme alt
si on lui donne comme donnée le programme countdown et le paramètre 10 à donner au programme countdown doit renvoyer true. Donc c'est ce que montre cette illustration, hein. On voit donc ici que le programme alt reçoit countdown avec le paramètre 10 et que ça donne true, c'est-à-dire l'espèce de signalétique verte. En revanche, le programme alt, lorsqu'il reçoit toujours le programme countdown, mais cette fois-ci avec le paramètre 10,8, doit renvoyer false, puisque le programme countdown ne va pas s'arrêter et va entrer dans une boucle infinie. Donc voilà ce qu'on peut imaginer, hein, c'est cette espèce de programme alt qui serait capable de prédire si un programme, ainsi que auquel on adjoint ces données en entrée, va prédire si le programme alt s'arrête ou si le programme s'arrête ou si le programme ne s'arrête pas. C'est alt lui ne s'arrête pas. Puis, enfin, si alt s'arrête toujours, puisque de toute façon alt doit donner un résultat vrai ou faux. Alors on peut tenter d'écrire le programme alt. Donc voilà ici. Donc le programme alt, on peut tenter de l'écrire, ou du moins commencer en tout cas à mettre la plus grande partie de son code. C'est donc ici la fonction alt qui reçoit donc un programme prog et un paramètre x pour ce programme, donc il reçoit tout ça en paramètres. Et le programme, bien sûr, ce sera tout simplement un test conditionnel dans lequel on pourra dire que si prog de x s'arrête, eh bien on doit retourner vrai. Et sinon, on doit retourner faux. Alors bien sûr, ici, tout tient dans prog de x s'arrête. Et on ne va pas expliciter correctement, on ne va pas expliciter cette partie du programme. On va juste pour l'instant supposer que cette partie existe, qu'il est possible de tester le fait que prog de x s'arrête ou pas. En attendant, on va donc se servir du programme alt pour réfléchir un petit peu. Donc on va s'amuser donc avec ce programme alt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer un autre programme qui s'appelle lui sim. Donc ce programme sim, comme symétrie, hein, aura pour particularité de recevoir un programme. La particularité de sim, c'est qu'il va tester si le programme reçu s'arrête lorsque le programme reçu reçoit lui-même comme donnée. Donc ça donne le dessin qui est ici, hein. On a donc la machine sim qui reçoit en entrée ici un programme, et à l'intérieur de ce programme sim, eh bien, on a finalement le programme alt qui reçoit finalement le programme prog en paramètres, à la fois comme programme et à la fois aussi comme coprogramme en entrée et à la fois comme donnée pour le programme. Et ce qu'on souhaite, c'est savoir si le programme alt, ce que va donner le programme alt. Alors l'idée est la suivante: le programme alt va rendre vrai ou faux, et l'idée du programme sim, c'est de faire la chose suivante, c'est que si jamais le programme alt renvoie vrai, et bien dans ce cas-là, on fera entrer le programme sim dans une boucle infinie, alors que si jamais le programme alt renvoie false, et bien du coup on va faire renvoyer au programme sim la valeur 1, c'est-à-dire on va le faire arrêter, on va faire valeur. Donc comment peut-on programmer ça? C'est très simple, de la façon suivante. Alors en supposant toujours bien sûr que le programme alt existe et fonctionne, et bien du coup le programme sim s'écrira de la façon suivante. Et bien il recevra donc le programme prog en paramètres, et à l'intérieur du programme sim on aura si alt de prog.prog, c'est-à-dire si le programme prog
virgule prog est capable d'être prédit comme s'arrêtant, donc ici égal à true, et bien dans ce cas-là, on entrera dans une boucle infinie. La boucle infinie, elle est ici, c'est tant que c'est vrai. Alors, c'est pas tant que alt prog virgule prog égale vrai, hein, non, c'est tant que c'est vrai. Donc ici, il n'y a pas de test conditionnel, c'est true est toujours vrai. Donc du coup, tant que c'est vrai, ça va être toujours vrai. Et on fera pass. Donc ici, on rentre dans une boucle infinie. Donc ici, tant que le programme alt si le programme alt est capable de prédit que prog va s'arrêter, eh bien le programme sim lui rentre dans une boucle infinie. Et dans le cas contraire, si le programme alt prédit que prog va rentrer dans une boucle infinie, eh bien dans ce cas-là, le programme sim lui va retourner 1, c'est-à-dire il va s'arrêter. Alors ici, je voudrais que vous remarquiez plusieurs choses. C'est que le programme alt ici a bien appelé comme paramètre à l'intérieur de sim et qu'il est appelé comme paramètre prog. Ce qui signifie que prog se prend lui-même en paramètre, et on sait que ça existe, hein, qu'un programme puisse s'appeler lui-même. On a vu ça par exemple avec les kin. Ce programme sim renvoie donc un paramètre. Reçoit donc en paramètre un programme prog et va donc rentrer dans une boucle infinie si prog s'arrête, et va renvoyer 1 si prog ne s'arrête pas. Et là, normalement, eh bien, en fait, on peut concevoir qu'il y a un problème. Puisqu'un programme peut prendre un paramètre en lui-même, on peut imaginer que sim puisse être mis dans ce programme. C'est-à-dire que sim se reçoive lui-même. Alors voici ce qu'on peut imaginer. Et surtout ce qu'on peut voir comme contradiction. Si le programme sim reçoit lui-même comme paramètre, ça signifie que le programme, à l'intérieur de ce programme, le programme alt va recevoir sim comme paramètre avec la donnée sim. Il y a deux cas possibles. Soit la machine alt est capable de prédire que sim va s'arrêter, et dans ces cas-là, alt va renvoyer vrai, et du coup sim va rentrer dans une boucle infinie. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir ici, si sim s'arrête, alors finalement ça rentre dans une boucle infinie, ce qui signifie que le sim du haut ici rentre dans une boucle infinie. Donc là il y a une contradiction. Une première contradiction, c'est que on ne peut pas avoir un sim d'un côté à l'intérieur du programme sim, hein, sim d'un côté qui s'arrête, et en même temps à l'extérieur avoir sim qui lui tourne dans une boucle infinie. Et dans le cas numéro 2, on peut imaginer que ça, en fait, sim à l'intérieur du programme sim ne s'arrête pas. Donc si sim ne s'arrête pas et que le programme alt est capable de le détecter, eh bien dans ces cas-là, il renverra false, et du coup finalement la machine, le programme doit renvoyer 1. Et donc ça ici de nouveau on a une contradiction, puisque à l'intérieur du programme sim ne doit pas s'arrêter, alors qu'à l'extérieur sim lui s'arrête et renvoie 1. Donc là, pareil, c'est une contradiction. La conclusion de tout ça, c'est que la seule supposition qu'on a fait, c'était que le programme alt, qui est censé prédire si le programme prog de x peut s'arrêter, en fait, ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas exister. Ce résultat théorique, ça s'appelle le théorème de l'arrêt. Ce théorème, il a été démontré par Alan Turing en 1936 dans un article dont je ne vais pas lire le titre, qui permet donc d'avancer de façon théorique sur la calculabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse prédire si un programme s'arrête ou pas. Donc il n'est pas possible d'écrire une machine dont le but serait de prédire si un programme s'arrête ou ne s'arrête pas. Donc pour cela, Alan Turing va présenter notamment un modèle théorique de sa machine
qui est capable d'exécuter des instructions basiques sur un ruban infini, et ça s'appelle les machines de Turing. Les machines de Turing ne sont pas au programme, hein, mais pour votre culture, je vous engage très fortement à aller voir des vidéos sur les machines de Turing. C'est un concept qui est tout à fait accessible en terminal NSI et qui est relativement facile à mettre en œuvre puisqu'on trouve des simulateurs de machines de Turing un peu partout sur Internet. Donc du coup, je vous engage à essayer d'aller voir ça. Il faut savoir que ce théorème de Larrey a été démontré aussi par une autre personne, Alonzo Church, qui lui a utilisé une autre méthode en inventant le lambda calcul. Donc là pareil, je vous engage à aller jeter un petit coup d'œil en suivant les liens qui sont ici en bleu dans votre document. En tout cas, ces deux chercheurs répondent en tout cas à une question très importante qui s'est posée David Hilbert, qui était est-ce qu'on peut écrire un algorithme qui serait capable de répondre oui ou non à n'importe quel énoncé mathématique posé sous une forme décisionnelle. Par exemple, une forme décisionnelle, c'est est-ce qu'un triangle peut être isocèle, est-ce qu'il existe un nombre premier pair, etc. etc. La réponse à ce problème, c'est que non, il ne peut pas exister un algorithme qui résoudrait de façon pas immédiate, mais qui résoudrait toutes les questions de type décisionnel et qui répondrait oui ou non. Donc c'est ce qu'on appelle le problème de la décision qui a donc reçu une réponse par le problème de Larrey, c'est-à-dire que ce problème de Larrey est-il possible de trouver un programme qui puisse savoir si, en répondant par oui ou par non, si un programme va s'arrêter? Eh bien, ce théorème de Larrey permet de démontrer, c'est cette démonstration du théorème de Larrey et de la réponse qui est non, ce programme n'existe pas, permet d'expliquer qu'on ne peut pas trouver de réponse à ce théorème, et du coup, par généralisation, en fait, on ne peut pas trouver d'algorithme qui puisse répondre à toutes les décisions de forme décisionnelle, toutes les questions de forme décisionnelle par oui ou par non. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un théorème, le théorème de Rice, en fait, qui permet d'expliquer que toutes les questions du type décisionnel, en fait, peuvent se ramener finalement au théorème de Larrey. Qu'il suffit de résoudre il suffisait de résoudre le seul théorème de Larrey, qui, je rappelle, est-il possible de trouver un programme qui soit capable de prédire l'arrêt ou pas d'un programme. Il suffit que tous les problèmes de type décisionnel peuvent se ramener à ce théorème de Larrey, et que du coup, ce qui est vraiment important, c'est que la résolution de ce seul théorème permet de résoudre tous les autres. Bien, donc en tout cas, du coup, on retiendra que le problème de Larrey est donc dit indécidable, parce que la fonction qu'il résout, le programme alt, qu'on a essayé d'écrire et finalement on ne peut pas l'écrire, que ce programme alt en fait est non calculable. Alors c'est quoi la notion de la calculabilité ? Alors le calcul mathématique, vous connaissez déjà ce que c'est, vous savez que c'est une succession d'opérations élémentaires. Par exemple, quand on pense à la multiplication, c'est une succession d'additions. Donc vous savez que les nombres calculables sont des nombres qui finalement qu'on peut obtenir, sont générés par un certain nombre d'opérations élémentaires, et que du moment que ces nombres d'opérations élémentaires sont en nombre fini, et bien du coup vous pouvez calculer. De la même façon, on dira qu'une fonction mathématique sera elle aussi calculable si on est capable d'établir une suite finie d'opérations élémentaires qui permettent de passer d'un nombre x à son image f de x. Voilà. Et de la même façon, on retrouvera cette notion d'opération élémentaire dans les machines de Turing. C'est-à-dire que on dira qu'un algorithme est calculable si on est capable de trouver une suite d'opérations élémentaires qui permettent d'obtenir, à partir d'un jeu de données initial, le jeu de données final que l'on souhaite.
On a donc une machine théorique qui permet, alors avec une efficacité pas forcément, elle n'est pas du tout rapide, mais qui permet, donc cette machine théorique c'est la machine de Turing, qui permet finalement de mettre en œuvre toute suite d'instructions, et du coup on se ramène à l'idée que tous les ordinateurs sont des machines de Turing plus ou moins perfectionnées, plus ou moins rapides, plus ou moins malines, mais que finalement ce ne sont toutes que des machines de Turing, et que du coup, un algorithme peut être calculable ou ne pas l'être, et que donc certains algorithmes le sont, et d'autres algorithmes ne le sont pas, comme les fonctions. Et qu'il est impossible de prévoir à l'avance si un algorithme est décidable ou pas. Alors, en plus d'avoir une machine universelle qui est capable, même si elle prend beaucoup de temps, de simuler tous les algorithmes possibles, Turing démontre aussi que c'est indépendant du langage utilisé. C'est vrai que notre démonstration, on a utilisé le langage Python, mais que en fait, Turing a démontré que finalement tous les langages sont capables d'à peu près faire la même chose avec plus ou moins de rapidité, et le fait d'arriver il a démontré que tous les langages étaient capables de faire la même chose, donc du coup on leur a donné un nom, et donc tous les langages de programmation qui font tous la même chose, là ce sont des langages qui s'appellent Turing complet. Et donc la démonstration de Turing, c'est donc que les langages sont théoriquement équivalents. Attention, je ne parle pas de vitesse, je parle juste dans le fait qu'ils soient capables de faire quelque chose. La calculabilité, elle ne dépend donc pas du langage utilisé. Donc ça, c'est une démonstration pareille théorique que Turing a faite, qui est voilà. Donc du coup, la calculabilité d'une fonction pourrait se limiter seulement à un choix, est-ce que c'est calculable ou est-ce que ça l'est pas, mais on a quand même, vous avez vu des notions avec moi, notamment la notion de complexité, et que sur les fonctions calculables, on a vu qu'il y a des fonctions, des algorithmes qui sont complexes. Alors quand je dis complexe, c'est-à-dire pas très rapide, et des algorithmes qui sont un peu complexes, c'est-à-dire très rapides. Donc je rappelle que la complexité n'est pas liée à la rapidité, à la difficulté à comprendre un algorithme, mais à sa vitesse d'exécution, et notamment au nombre d'instructions élémentaires qu'il fait. Donc la complexité algorithmique, elle permet de classer les algorithmes suivant leur dépendance à la taille de leurs données d'entrée, donc à leur vitesse. Donc on va donc regrouper les algorithmes en deux classes. La classe P, qui veut dire complexité polynomiale, c'est l'ensemble de tous les algorithmes qui sont relativement rapides à aboutir. Alors les algorithmes rapides à aboutir, ce sont les algorithmes de complexité linéaire, éventuellement quadratique, c'est-à-dire en n carré, logarithmique, en log de n, mais surtout pas les algorithmes de complexité exponentielle. Donc par exemple, vous connaissez déjà quelques problèmes de classe P. Donc on a vu qu'un problème de tri d'une liste est dans P. Alors évidemment, on peut trouver des algorithmes qui sont de tri de liste qui ne sont pas dans P, mais on a trouvé des algorithmes de tri qui, eux, sont dans P, qui sont donc beaucoup plus rapides. Le problème de factorisation d'un grand nombre sur lequel repose la sécurité des cartes bleues, qu'on appelle la sécurité RSA, n'est actuellement pas dans P. Alors qu'on dit actuellement, c'est-à-dire que, évidemment, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un trouve un algorithme de résolution
de sécurité RSA des cartes bleues. Le problème de primalité, un nombre est-il premier? Eh bien, on a longtemps considéré qu'il n'était pas dans P, jusqu'en 2002 où des Indiens, dont les initiales commencent par AKS, ont découvert un test de primalité de complexité polynomiale, c'est-à-dire d'ordre 6, c'est-à-dire en n puissance 6. Et donc ça a changé beaucoup de choses, hein, ce test de primalité. Donc savoir si un nombre était premier ou pas en n puissance 6, alors qu'avant c'était considéré en classe non déterministe polynomiale. Donc du coup il y a la classe NP. Alors la classe NP, attention, c'est la classe des problèmes non déterministes polynomiales. Alors attention, c'est pas exactement tous les problèmes qui ne sont pas P, hein. Donc on ne dit pas la classe non P, hein, non polynomiale. Donc la classe non déterministe polynomiale, en fait, c'est le fait que on puisse trouver c'est l'ensemble des problèmes dont on peut trouver une solution, mais dont la solution est très longue à trouver. Cependant, donc comment caractériser les problèmes de la classe NP? Alors il y a une première définition qui est pas facile à comprendre, c'est que un problème de la classe NP, c'est un problème que serait capable de faire une machine de Turing travaillant de manière non déterministe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle serait capable d'explorer simultanément plusieurs solutions possibles. C'est-à-dire que son algorithme serait capable d'avancer, par exemple, dans un arbre, par exemple, de solutions, serait capable d'avancer à tous les niveaux en même temps. On peut, par exemple, effectivement imaginer un parcours dans un arbre de plusieurs façons. On a vu qu'on pouvait imaginer, par exemple, un parcours en largeur ou un parcours en profondeur, mais finalement, ces parcours en profondeur et en largeur, ils se font à l'aide d'un espèce de curseur qui est à un seul endroit à la fois. Eh bien, un ordinateur qui serait capable de travailler de façon non déterministe, lui, serait capable d'avoir plusieurs curseurs à la fois, et même d'en s'en rajouter au fur et à mesure, et d'explorer un arbre de façon simultanée dans toutes les branches. Alors, évidemment, les machines non déterministes, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe pas. Alors ça changera peut-être un jour avec des ordinateurs quantiques. Du coup, on peut essayer pour donner une définition des problèmes de classe NP, c'est pas très pratique. Une autre solution de voir les problèmes de type NP, c'est que une machine déterministe, elle aurait, pour résoudre ce problème, il faudrait qu'elle ait de la chance. C'est-à-dire que, imaginez qu'un arbre des solutions, et il y aurait une seule solution au bout d'une manche. Il faudrait que l'ordinateur, la machine de Turing, elle ait de la chance systématiquement, c'est-à-dire que en faisant son premier essai, elle tombe directement sur la bonne solution. Donc du coup, en inversant cette idée-là, on peut comprendre que du coup, la solution d'un problème de la classe NP, elle est du coup super facile à vérifier, puisqu'il suffit de la connaître et du coup de suivre le bon chemin. Du coup, on simplifie la définition de la classe des problèmes de type NP en disant que les problèmes de la classe NP sont tous les problèmes dont l'algorithme de vérification de solution, lui, est polynomial, c'est-à-dire est très rapide, et a une complexité relativement faible, ce qui fait que si on arrive à imaginer un problème dont la solution est vérifiable très rapidement, eh bien on peut considérer, et par contre de trouver la solution, c'est très compliqué, eh bien on dit que ce problème est de classe NP. Pour résumer grossièrement, un problème de la classe NP, c'est un problème dont on sait vérifier facilement si une solution proposée marche ou pas, et par contre on ne sait pas trouver rapidement la solution. Donc des problèmes comme ça, on en connaît plein. Par exemple, un seau d'eau.
Q, est un problème de classe NP. Donc imaginez une grille de Sudoku, pardon, pas Sudoku, c'était vraiment très laid, le problème de Sudoku, si la grille est remplie, bien vous pouvez vérifier très rapidement la solution, puisqu'il suffit de vérifier dans chaque carré que ça fait bon le bon total. Par contre, si le Sudoku est vide, eh bien, il va falloir un temps relativement long pour trouver la solution, parce qu'il va falloir raisonner, etc. Et on sait que certains problèmes de Sudoku sont extrêmement difficiles à résoudre et peuvent mettre beaucoup de temps. Pareil, la factorisation d'un nombre est un problème de la classe NP, puisque si vous prenez un nombre, par exemple le nombre, alors il faut que j'arrive à le lire correctement, 27 570 979, si on vous demande une factorisation de ce nombre, c'est-à-dire être capable de donner un produit un produit de facteur premier par exemple, eh bien trouver cette décomposition est quelque chose de très long à faire, mais par contre si on vous dit que la solution c'est peut-être 4567 fois 6037, eh bien vous pouvez trouver la solution très rapidement. Le problème du sac à dos, que vous connaissez aussi, c'est parce que vous l'avez vu en première, c'est un problème de type NP, puisque remplir le sac, c'est quelque chose de très compliqué, puisqu'on a des critères, il faut que le sac pèse moins de temps et une valeur maximale. Donc du coup, c'est un problème qui est compliqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le résout pas directement et qu'on utilise l'algorithme l'algorithme glouton pour donner une réponse qui n'est pas forcément la meilleure à ce problème. Mais en revanche, si on vous propose une solution, vous pouvez facilement savoir si cette solution elle est possible ou pas. Enfin, le problème du voyageur de commerce, pareil que vous avez vu en première, est aussi un problème de classe NP. Donc je rappelle que le problème du voyageur de commerce, c'est le fait de passer par plusieurs villes en minimisant son chemin. Et bien pareil, la solution trouver une solution de ce problème est long, et on l'a vu par exemple avec les graphes. Mais on a des algorithmes qui permettent de le résoudre, mais ces algorithmes sont peu efficaces. Mais si on vous propose un trajet, vous pouvez facilement vérifier que sa longueur est inférieure aux critères qu'on vous donne. Voilà, donc tous ces problèmes ont des algorithmes de résolution, mais ces algorithmes de résolution sont peu efficaces, ils ont une complexité au mieux exponentielle, mais par contre, tous ces algorithmes, à partir du moment où on a une solution, les solutions peuvent être testées en vitesse, en complexité quasiment linéaire. Donc la question finalement, c'est de savoir on a ces problèmes de classe P qui se résolvent très rapidement, et on a ces problèmes de classe NP qui se résolvent finalement très lentement. Et on a aussi des preuves que certains problèmes qu'on croyait de classe NP finalement se révèlent être de classe P au final. Et donc la grande question que l'on peut se poser est la suivante, c'est est-ce qu'avec le temps, on ne va pas finir par trouver des algorithmes polynomiaux à tous les problèmes de classe NP, et est-ce que finalement tous les problèmes de classe NP ne sont pas que des problèmes de classe P dont on n'a pas encore trouvé la solution. Donc on peut voir un petit schéma où on voit en fait ici la classe NP qui est en blanc, et à l'intérieur de cette classe NP on a la classe P qui contient donc les problèmes qui sont faciles à trouver. La question à 1 million de dollars, et elle est vraiment à 1 million de dollars, c'est-à-dire que la personne qui démontrera ça gagnera 1 million de dollars, c'est est-ce que P est égal à NP. Alors il ne s'agit pas de démontrer que P est égal à NP, mais est-ce que P est égal à NP ou pas. C'est ça la question. Donc ici, on a quand même réussi à démontrer un résultat très important. Le résultat très important, c'est que la plupart des problèmes de type NP peuvent être ramenés à un problème simple qui s'appelle le problème SAT.
qui a un problème de type NP. Donc le sudoku, le problème du sac à dos, etc., tous les problèmes de type NP peuvent être ramenés finalement à un problème qui s'appelle le problème SAT. Et donc finalement, celui qui arrivera à résoudre le problème SAT, ou qui arrivera à démontrer que le problème SAT ne peut pas être résolu de façon polynomiale, démontrera finalement que P égale NP ou que P n'est pas égal à NP. Donc voilà. Donc du coup, il y a une fondation, c'est la fondation Clé, hein, qui a donc donné un prix, qui a organisé un concours depuis maintenant une dizaine d'années, un concours de prix de 1 million de $, qui permet à la personne qui démontrera que P est égal à NP ou que P ne peut pas être égal à NP. En tout cas, donc le programme SAT, le problème SAT, donc vous chercherez sur Internet qu'est-ce que c'est que le problème SAT, peut-on trouver une solution polynomiale ou ne peut-on pas trouver une solution polynomiale? Le problème, n'étant pas forcément de trouver une solution, mais de prouver qu'il n'y en a pas. Puisque ce qui se passe, c'est que la plupart des chercheurs, à part certains, pensent que P n'est pas égal à NP et qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas avoir de solution polynomiale. Voilà, donc peut-être qu'un jour, quand vous aurez fait de longues études en informatique, vous arriverez à démontrer que P égale NP ou que P n'est pas égal à NP. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si jamais ça ne l'a pas été, je mets en lien une vidéo de très claire, sur cette notion, faite par un youtubeur d'exception et qui vous permettra de peut-être mieux comprendre ce que je viens d'essayer de vous raconter.